Katia Zano. Pourquoi certaines personnes acceptent des conditions de travail délétères ou ne remettent pas en cause des organisations injustes? Quelles formes d'émancipation sont possibles aujourd'hui face à cette servitude moderne? C'est à ces questions et à bien d'autres auxquelles nous allons répondre aujourd'hui avec Nicolas Pujol, psychologue clinicien, docteur en éthique médicale et membre de l'équipe de recherche de l'Institut de psychodynamique du travail dirigé par Christophe Dejour. Ce dernier lui a confié cette interview autour de son dernier ouvrage sur la pratique de la démocratie et le concept de servitude volontaire. Nicolas Pujol, bonjour. Bonjour. La notion de servitude volontaire, concept philosophique associé à Étienne de la Boétie, est repris actuellement par des chercheurs investiguant les questions de travail, de souffrance au travail et de pathologie mentale afférente. Dans son dernier ouvrage, Christophe Dejour fait émerger comme thèse principale la centralité politique du travail, en montrant que ce dernier est un lieu décisif de formation de la démocratie, mais aussi un terrain où se joue le conflit permanent entre émancipation et servitude volontaire. Tout d'abord, Nicolas Pujol, pourriez-vous nous définir le concept de servitude volontaire? Oui, et ce que je voulais vous proposer pour définir le concept de servitude volontaire, c'était de partir de sa figure inverse, qu'on pourrait appeler la volonté de servir, pour essayer de bien comprendre ce que peut, de quoi relève la servitude volontaire. Alors le problème qui est posé dans le livre de Christophe Dejour, c'est, effectivement le problème de la démocratie et de la vitalité démocratique, de nos sociétés. Et comme vous l'avez dit, il pose une thèse dans ce livre qui est la thèse de la centralité politique du travail. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette thèse de la centralité politique du travail? Ça veut dire que pour lui, la démocratie n'est pas simplement un régime politique, la démocratie c'est peut-être aussi et avant tout une pratique qui s'apprend et qui repose sur des habiletés, sur des savoir-faire qui s'apprennent. Et le lieu privilégié pour apprendre ces habiletés et ces savoir-faire, c'est le travail. Dans le meilleur des cas, quand ça se passe bien au travail, chacune et chacun pouvons arriver à faire un travail, à honorer une conception du travail bien fait. Mais cette conception du travail bien fait, on ne la construit pas, on ne l'élabore pas, tout seul, on l'élabore avec les autres dans ce que Christophe Dejour appelle, l'activité déontique. Alors l'activité déontique, c'est pour lui le cœur de la pratique de la démocratie dans le travail. C'est une activité de délibération qui est orientée vers l'élaboration de règles partagées qui, organisent la manière dont les uns et les autres pensent que le travail devrait être fait pour être bien fait. Dans cette activité déontique, cette activité de délibération, ce que les uns et les autres mettent en partage, ce sont des opinions. Des opinions au sens noble du mot opinion. Les opinions, elles, ce sont des jugements qui sont mixtes, qui sont à la fois composés d'arguments qui ont à voir avec la recherche de la plus grande efficacité possible. Donc un travail bien fait, c'est aussi un travail qui répond à des critères d'efficacité. Mais dans les opinions, on a toujours aussi en même temps que des jugements relatifs à l'efficacité, des jugements relatifs au vivre ensemble, à l'éthique, au respect que l'on doit aux collègues, que l'on doit aux supérieurs, que l'on doit aux bénéficiaires de notre travail. Et dans les opinions, on a aussi des considérations qui relèvent de la préservation de soi et de l'accomplissement de soi. Donc, dans l'activité déontique, quand cette activité déontique est possible, cette activité de délibération, ce que font les travailleuses et les travailleurs, c'est qu'ils délibèrent sur la manière dont ils pensent que le travail devrait être bien fait pour répondre à leurs critères d'efficacité, d'éthique et de préservation de soi et d'accomplissement de soi. Et cette activité déontique, ce que montre Christophe Dejour dans son livre, c'est que cette activité de délibération, on la mène dans notre travail avec nos supérieurs hiérarchiques, dans le cadre de ce qu'il va appeler la coopération verticale, mais on l'amène aussi avec nos pairs, PAIRS, dans le cadre d'une coopération horizontale, mais on l'amène aussi, cette activité de délibération, avec les bénéficiaires de notre travail. Donc dans le cadre du soin, avec les patients notamment, dans le cadre de la justice, avec les justiciables, avec les élèves dans le cadre de l'éducation, c'est qu'il y a aussi une activité de délibération en vue de produire des règles avec les bénéficiaires du travail. Et quand cette activité déontique est au rendez-vous, eh bien, les règles que les uns et les autres produisent sont des règles qui vont permettre de transformer l'organisation du travail, mais qui vont aussi
permettre de définir les objectifs et les visées du travail, mais qui vont aussi permettre d'élaborer ce que Christophe Dejour appelle la doctrine, c'est-à-dire les références morales, philosophiques, qui permettent d'encadrer le travail. Finalement, à travers cette activité déontique, cette activité de délibération, ce dont il s'agit, c'est de subvertir les rapports de domination. Et par cette possibilité de subvertir les rapports de domination dans le travail, on peut faire l'expérience de la démocratie au sein des organisations du travail. Et lorsque on est dans des organisations du travail réellement démocratiques, ce que les uns et les autres font comme expérience, c'est l'expérience du plaisir au travail. Mais c'est aussi la possibilité de se reconnaître dans le travail, de se reconnaître dans la qualité du travail, la possibilité de s'estimer soi-même, de s'aimer soi-même, mais aussi de faire l'expérience de ce que Christophe Dejour appelle la fraternelle amitié, en référence à la Boétie notamment. Et ce plaisir du travail bien fait, c'est aussi ce plaisir de mettre son intelligence au service de quelque chose qui est plus grand que soi, qui nous dépasse finalement et qui peut être pour les professeurs se mettre au service de l'éducation, pour les magistrats au service de la justice, pour les soignants au service du soin, se mettre au service de quelque chose de plus grand que soi. Donc la volonté de servir. Ce que Christophe Dejour aussi appelle la sublimation extraordinaire. Alors ça, c'est dans le meilleur des cas, dans l'organisation du travail démocratique. Mais l'expérience que de nombreux et nombreuses travailleurs et travailleuses font aujourd'hui, c'est que dans leur travail, il est extrêmement difficile de subvertir ces rapports de domination pour pouvoir faire un travail de qualité. Qualité au sens de ce que eux pensent être la qualité, mais aussi la qualité du point de vue des bénéficiaires du travail, des collègues et de l'organisation. L'expérience que font aujourd'hui une majorité, en tout cas un nombre de plus en plus important de travailleurs et de travailleuses, c'est que face à la difficulté à subvertir les rapports de domination, l'injonction qui leur est faite, c'est quand même une injonction à bâcler ou à dégrader la qualité du travail pour atteindre les objectifs qui sont fixés par l'organisation du travail et qui sont des objectifs quantitatifs, très souvent. Cette injonction à bâcler et à dégrader la qualité du travail, elle produit chez une grande majorité d'entre nous ce que Christophe Dejour, dans le livre, va appeler la souffrance esthétique. La souffrance esthétique, c'est le fait de ne plus vraiment se reconnaître dans le fruit de son travail ou l'œuvre de son travail parce qu'on on va vite, parce qu'on bâcle, parce que voilà, on doit dégrader la qualité du travail. Et assez vite, cette souffrance esthétique, elle peut aller vers une souffrance éthique. La souffrance éthique, c'est la souffrance qui émerge lorsque on est amené dans son travail à agir à l'encontre de ses valeurs, à l'encontre de son sens moral. Et finalement, face à cette injonction à bâcler, à aller vite pour atteindre des objectifs quantitatifs, on en vient à trahir petit à petit des valeurs, à trahir des collègues, à trahir les bénéficiaires du travail, mais aussi à trahir ce qui donne du sens et de la valeur à son propre travail. Et donc, in fine, aussi à se trahir un peu soi-même, quoi. Et alors, le constat, et je termine là-dessus pour répondre à la question de la notion de servitude volontaire, c'est que le constat que l'on fait, nous, cliniciens du travail, c'est que ceux qui refusent de dégrader la qualité du travail, ceux qui refusent de trahir les règles de métier, les règles de l'art, ceux qui refusent de trahir les valeurs, eh bien, sont une minorité. La majorité d'entre nous parvient assez facilement, finalement, à neutraliser cette souffrance esthétique et cette souffrance éthique pour mettre notre intelligence au service d'objectifs qui pourtant nous font souffrir et sapent le sens de notre propre travail. Comment est-ce que les organisations encouragent, de manière consciente ou pas, des formes, d'engagement qui sont du coup parfois excessives aussi des employés? En fait, la servitude volontaire, ça aussi c'est la clinique qui nous le montre, on l'obtient assez facilement des travailleuses et des travailleurs. Par servitude volontaire, je le répète, ce que Christophe Dejour décrit, c'est le fait de mettre son intelligence, sa créativité, son zèle au service d'objectifs qui sont essentiellement des objectifs quantitatifs dans lesquels les travailleuses et les travailleurs ne se reconnaissent pas nécessairement eux-mêmes, notamment du point de vue éthique. Et c'est assez facile d'obtenir cette servitude volontaire. Et cette servitude volontaire, elle se multiplie aujourd'hui du fait de l'introduction dans le monde du travail
de ce qu'on appelle en psychodynamique du travail l'organisation gestionnaire du travail. L'organisation gestionnaire du travail, c'est la prise de pouvoir des organisations, au sein des organisations, par les gestionnaires. Et ce qui va caractériser l'organisation gestionnaire du travail, c'est que ces gestionnaires, non seulement ne connaissent pas le travail, ce ne sont pas des gens de métier, mais ils revendiquent de ne pas le connaître au nom de l'efficacité et de la neutralité. Et comme les gestionnaires ne connaissent pas le travail, pour pouvoir diriger les organisations, ils vont faire ce qu'ils appellent piloter les organisations à partir d'indicateurs qui sont des indicateurs quantitatifs. Ils ont deux leviers pour piloter les organisations. Le levier des objectifs, ils vont fixer des objectifs aux travailleuses et aux travailleurs, des objectifs quantitatifs. Et le deuxième levier, c'est qu'ils vont pouvoir évaluer quantitativement les résultats du travail. L'organisation gestionnaire du travail, elle produit assez massivement la servitude volontaire par l'introduction notamment de trois techniques de management, trois techniques de direction, qui sont toujours en même temps des techniques de la domination. La première, c'est l'évaluation quantitative du travail. C'est ce que je viens de décrire. On fixe des objectifs quantitatifs et on évalue quantitativement les résultats. Donc, par exemple, dans le champ de la magistrature, on va fixer comme objectif aux magistrats et aux greffiers de traiter 100 dossiers, sur le mois, par exemple, de rendre 100 délibérés sur le mois, et les magistrats et les greffiers vont être évalués à leur capacité de rendre les 100 délibérés à la fin de la période fixée. De la même manière, à l'hôpital, moi qui ai pas mal enquêté dans le champ des soins palliatifs, on va fixer comme objectif aux soignants un taux d'occupation des lits de 80-85% et une durée moyenne de séjour de 3 semaines. Et on va ensuite évaluer les résultats de ce travail. Le problème de cette évaluation quantitative du travail, c'est que elle organise la compétition entre les individus à l'intérieur des organisations ou à l'intérieur ou entre les services à l'intérieur d'une organisation. C'est le problème de l'évaluation quantitative du travail, c'est qu'elle fait croire qu'elle évalue le travail, mais en fait, ce qu'elle évalue, c'est au mieux les résultats du travail, mais jamais le travail. Le travail, c'est le travailler. Un magistrat, il peut passer des jours sur un dossier pour rendre un délibéré. Son évaluation quantitative, elle sera mauvaise. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'aura pas fait un bon travail et qu'il n'aura pas bien travaillé. De la même manière pour des soignants qui vont prendre soin d'un patient parfois pendant des semaines et des mois, ce qui va faire diminuer la durée moyenne, qui va augmenter la durée moyenne de séjour, pardon. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pour autant pas fait un bon travail avec le patient. Donc cette évaluation quantitative du travail, elle repose sur un déni du travail vivant. Et son problème, c'est qu'elle va indexer la reconnaissance sur les résultats quantitatifs et non sur le travailler, sur le travail vivant. Et puis, pour tenir ces objectifs quantitatifs, qui sont fixés par les gestionnaires vont assez vite prescrire la dégradation de la qualité du travail pour pouvoir tenir les objectifs. C'est bien que, par exemple, les magistrats, pour pouvoir tenir les objectifs quantitatifs qui sont fixés, vont faire des audiences de 10 minutes, vont pas avoir le temps de vraiment travailler les dossiers, vont faire des audiences sans parfois recevoir les parties. Et de la même manière, à l'hôpital, pour tenir les objectifs quantitatifs, les soignants vont devoir dégrader la qualité du service rendu et donc la qualité de la coopération. La deuxième technique de la domination mise en œuvre et mise en place par les gestionnaires, c'est la distorsion communicationnelle, qui vise à opposer à la souffrance des travailleuses et des travailleurs. Souffrance esthétique, souffrance éthique, encore une fois, souffrance de dégrader la qualité du travail, souffrance de trahir les valeurs de métier, souffrance de trahir ce qui donne du sens, le sens éthique à son travail. Eh bien, la distorsion communicationnelle, c'est un discours qui est construit par la direction de la communication, qui vise à la fois à donner une bonne image à l'extérieur de l'organisation ou du service, mais qui vise aussi à donner à l'intérieur les éléments de langage, le prêt-à-penser, pour neutraliser cette souffrance esthétique et cette souffrance éthique. La troisième technique de la domination qui caractérise le tournant gestionnaire et l'organisation gestionnaire du travail, c'est la précarisation de l'emploi. C'est le fait de recourir assez massivement à des emplois précaires, à des vacataires, à des intérimaires, à des CDD. C'est bien que va peser sur les travailleuses et les travailleurs la peur, la menace et la peur de la précarité, la peur de perdre l'emploi, peur de perdre la reconnaissance aussi,
Et cette précarisation de l'emploi va aussi créer une compétition et des rivalités entre les braves gens à l'intérieur des organisations, entre les fonctionnaires et ceux qui sont, contractuels de droit privé, entre ceux qui sont, en CDI et ceux qui sont vacataires ou en CDD. Et ça va aussi saper, les fondements et les fondations de la coopération. Donc si vous introduisez ces 3 techniques de la domination, l'évaluation quantitative du travail, la distorsion communicationnelle et la précarisation de l'emploi, vous obtenez assez facilement, la servitude volontaire au sein des organisations. Là, vous venez de nous évoquer l'organisation gestionnaire dont vous avez parlé, qui pourrait amener à penser que c'est un point de vue du coup de dirigeant. Et du coup, ma question, c'est que selon vous, la servitude volontaire, elle concerne tout le monde, c'est-à-dire salariés comme dirigeants? Alors ce qui va, marquer l'entrée dans la servitude volontaire pour, Christophe Dejour notamment, hein, dans son dernier livre, ce qui va caractériser l'entrée en servitude volontaire, c'est la capacité des travailleuses et des travailleurs à ne pas penser les conséquences éthiques, notamment, de leur travail. Ça suppose, je l'ai dit un peu rapidement tout à l'heure, mais ça suppose pour eux de neutraliser la souffrance esthétique, donc le sentiment de bâcler le travail, mais aussi de neutraliser la souffrance éthique, souffrance de trahir les valeurs, trahir, les bénéficiaires du travail, trahir les patients, les justiciables, les collègues. Ce que montre la clinique du travail et ce que montre, Christophe Dejour, c'est que cette neutralisation de la souffrance esthétique et de la souffrance éthique, elle repose in fine sur ce qu'il va appeler un clivage entre ce qu'il va appeler, l'idéal du moi et les intérêts du moi. L'idéal du moi, c'est ce qui en nous est porteur des valeurs, de l'éthique et qui, si on arrive à honorer cet idéal du moi, les valeurs qu'il contient, permet de faire l'expérience de, l'estime de soi, de l'amour de soi et de l'accomplissement de soi. Et les intérêts du moi vont plutôt, décrire, le souci pour, la carrière, pour la sécurité, pour le salaire, pour le statut, pour la reconnaissance aussi. La reconnaissance que l'on peut obtenir d'une direction, d'un chef, parce qu'on arrive à atteindre les objectifs quantitatifs qui sont fixés par l'organisation. Et c'est très souvent par peur de perdre la sécurité d'un emploi, par peur de perdre un statut, par peur de perdre la reconnaissance, que les intérêts du moi vont l'emporter assez facilement sur l'idéal du moi, sur les valeurs, sur l'éthique, sur, la culture. Ce qui va caractériser la servitude volontaire, c'est donc cette capacité que nous avons, chacune et chacun, à arrêter de penser, c'est-à-dire à faire taire ce conflit entre l'idéal du moi et les intérêts du moi. Christophe Dejour va donner un nom à ce processus intrapsychique, à ce clivage. Il va parler de clivage acrasique. L'acrasie, c'est un concept, grec, qui désigne la faiblesse de la volonté. Et c'est assez facile finalement d'obtenir ce clivage, acrasique, c'est-à-dire d'obtenir des travailleuses et des travailleurs de ne plus penser aux conséquences de leur action, aux conséquences de leur travail. Et il va distinguer 2 types d'acrasie dans le livre. L'acrasie paresseuse, qui est l'acrasie que l'on retrouve, le clivage, la forme de clivage que l'on retrouve chez, les personnes qui sont plutôt en bas de l'échelle hiérarchique dans les organisations. Paresseuse parce que quand, on leur, parle de l'éthique du métier, de la qualité du travail et du fait que, ils contribuent, ils apportent leur intelligence et leur concours à la dégradation de la qualité du travail, que répondent les personnes qui sont entrées en servitude volontaire et qui sont clivées, c'est que tout cela les dépasse, qu'ils ne sont pas compétents pour, juger de ces questions qui sont des questions compliquées, qui sont des questions politiques, qui sont des questions économiques et que tout cela les dépasse et que d'une certaine manière, ils font, ce qu'on demande comme, les collègues, comme les autres et que tout le monde fait pareil d'une certaine manière. Donc, à l'hôpital, si vous commencez à discuter avec les collègues en disant: «Mais attention, là, on est en train de dégrader, le service, on est en train de dégrader la qualité». Assez vite, vous faites l'expérience que les collègues vous répondent: «Mais c'est comme ça partout, tout le monde fait pareil et on peut pas faire autrement».
et en même temps, voilà, il y a comme une revendication de ne pas être compétent pour pouvoir, pour vraiment donner un avis ou pouvoir juger de la situation. Donc c'est une acrasie paresseuse au sens où elle relève d'une forme de paresse, de la pensée, de ne pas vouloir ou ne pas pouvoir penser. Et Christophe Dejour, montre qu'il y a une autre forme d'acrasie qu'il va appeler l'acrasie sténique, qui est une acrasie, elle, beaucoup plus vigoureuse, qui n'est pas paresseuse et que l'on va retrouver effectivement chez les dirigeants. C'est-à-dire non plus chez ceux qui sont en situation de devoir faire appliquer, les prescriptions, les objectifs, mais ceux qui sont en position de les prescrire et de les faire appliquer. Donc chez les cadres, chez les dirigeants. Et l'acrasie sténique, à la différence de l'acrasie paresseuse, c'est que c'est une acrasie qui est, assez militante, assez vigoureuse. C'est que quand là, avec des dirigeants, on on discute de questions éthiques, de questions esthétiques, des valeurs, des principes, du service rendu, et bien là, on n'a pas il nous renvoie pas un discours qui est un discours, paresseux de «tout cela me dépasse», mais on va avoir accès à une pensée qui est une pensée, qui est une pensée d'emprunt, qui est pas une pensée personnelle, mais qui va venir finalement plaquer les arguments de la direction de la communication, plaquer un certain nombre d'arguments que l'on entend, dans l'espace public, dans l'espace médiatique, notamment sur la guerre économique, sur le fait que, on est dans un contexte, extrêmement, compétitif et qui vont justifier de la trahison des principes, de la trahison des règles et de la trahison des valeurs d'une manière extrêmement vigoureuse, mais à partir d'un discours qui n'est pas un discours personnel, mais qui est un discours emprunté, qui est un discours, plaqué et qui se donne toujours à voir sous la forme d'une rationalisation. C'est-à-dire qu'en gros, on voudrait faire le bien, mais dans un contexte tel que celui dans lequel on est, qui est un contexte, extrêmement, limité au plan de vue économique, financier, on est bien obligé de. Et si bien que la servitude volontaire chez les dirigeants, elle se donne à voir sous la forme d'un renversement des valeurs. Faire le bien finalement, c'est dégrader la qualité du travail. Par exemple, à l'hôpital, en soins palliatifs, on va dire que il faut renvoyer les patients chez eux au bout de 2 ou 3 semaines. Non pas parce que, c'est l'objectif qui est prescrit par la direction pour tenir les objectifs quantitatifs, mais parce qu'il y a des patients qui ont besoin de lits. Et donc on va, dans un contexte économique restreint où on dit qu'on va manquer de ressources, à l'hôpital, on va manquer de lits, on va dire que dégrader la qualité du travail, dégrader le service rendu auprès des patients que l'on a dans nos lits, c'est au nom de l'éthique, parce que ça permet de libérer des lits pour que d'autres patients puissent en bénéficier. Donc on peut montrer que, voilà, dans la magistrature, c'est pareil, on va dégrader la qualité des délibérés et des jugements au nom de quoi? De l'éthique, parce que, sinon on rallonge la durée de rendu des jugements, et que au nom de l'efficacité, au nom de l'équité, au nom d'une certaine conception de l'éthique, il faut aller vite, donc il faut bâcler. Donc chez les dirigeants, on va trouver des rationalisations qui vont permettre de renverser comme ça les valeurs, si bien qu'ils sont tout à fait capables de faire la distinction entre le bien et le mal, entre le juste et l'injuste. Ils veulent faire le juste, ils veulent faire le bien, mais ils font le mal au nom d'un renversement des valeurs. Faire le mal, finalement, ça revient in fine à faire le bien. Donc oui, la servitude volontaire, on la retrouve aussi chez les dirigeants, mais sous une forme un peu différente de chez la majorité des travailleuses et des travailleurs. Pour conclure, quelles seraient les formes d'émancipation possibles aujourd'hui face à cette, servitude, moderne? Alors ce qui est important, c'est que, on peut reprocher à la psychodynamie du travail, on peut reprocher à Christophe Dejour, avec ce concept, de, proposer une description assez péjorative de l'être humain, selon laquelle finalement l'être humain aurait, comme ça un désir de servitude, qui aurait à voir encore une fois avec une faiblesse de, la volonté. Notamment le fait de ne pas vouloir penser, parce que penser c'est difficile, parce que penser c'est douloureux, les conséquences éthiques de, son propre travail. Donc on pourrait faire le reproche à la psychodynamique du travail de, proposer une conception péjorative de l'être humain et donc aussi de légitimer la domination en disant: «Bah, l'être humain, d'une certaine manière, il est fait pour servir, donc ça serait une manière de légitimer la domination dans le monde du travail». Or, c'est tout l'inverse. C'est un constat qui est douloureux,
parce que la servitude volontaire, on la retrouve aussi en nous, chez nous, pas simplement chez les autres. Mais ce constat douloureux, c'est le point de départ d'une possible émancipation et d'une possible liberté. C'est-à-dire que si on ne fait pas ce constat lucide, si on ne fait pas ce constat douloureux, eh bien, du point de vue de l'action, on peut faire des propositions qui sont assez irrationnelles. Alors que si on fait le constat lucide et douloureux de cette pathologie de la liberté, de cette servitude volontaire, eh bien, on peut commencer à penser des pistes d'action et d'émancipation possibles. Alors, l'émancipation par rapport à la servitude volontaire, elle suppose toujours d'abord un refus, et ce refus, c'est le refus de se cliver. C'est le refus de se cliver et de cliver ce qui va relever en nous de l'idéal du moi et des intérêts du moi. C'est-à-dire le refus de ne pas penser le fait que je suis tout à fait capable de m'adapter et de consentir à des choses qui vont à l'encontre de mes valeurs pour défendre mes propres intérêts, pour défendre mes propres intérêts du moi. Ce refus de se cliver, ça suppose, ça se paye d'un prix, et ce prix, c'est le prix de l'angoisse et le prix, notamment de la souffrance éthique. Voilà, c'est un peu le prix à payer pour, pouvoir commencer à s'inscrire sur ce chemin de, l'émancipation, notamment dans le contexte, de l'organisation gestionnaire. Ce refus, de se cliver, c'est d'abord, voilà, le refus de ne pas penser, et donc c'est une volonté de penser, sa propre capacité pour défendre ses intérêts, à trahir les valeurs, encore une fois. Et ce refus, une fois que le travail de pensée, qui se paye d'un prix, hein, qui est le prix de l'angoisse et de la souffrance éthique, est en route, lorsque cette pensée est en route, eh bien ce refus, il peut prendre, plusieurs formes qui ne sont pas toutes, compatibles avec, l'émancipation, et notamment une forme du refus, c'est, le fait de tomber malade. Beaucoup de travailleuses et de travailleurs vont, tomber malades, soit vont faire une décompensation mentale sous la forme d'un burn-out, d'une dépression, soit vont déclencher une maladie somatique, mais le fait de tomber malade, c'est déjà le signe d'un refus de la servitude volontaire, d'un refus de l'adaptation et du consentement, mais c'est un refus, qui n'est pas, du côté, bien sûr, de l'émancipation. Une autre manière de refuser, du point de vue de l'action, c'est de partir. C'est, de dire voilà, après avoir fait le constat lucide que finalement, j'avais contribué, participé à saper moi-même les ressorts de ce qui donnait du sens et de la valeur à mon travail, c'est de partir en pensant à tort ou à raison que je vais pouvoir ailleurs trouver la possibilité, dans une autre organisation du travail, de faire un travail de qualité, de faire un travail qui a du sens. Et enfin, une troisième modalité du refus et de l'action, c'est de rester dans l'organisation, mais d'entrer en résistance à l'intérieur des organisations. L'entrée en résistance, je ne vais pas développer, voilà, il y a un podcast voilà, c'est une thématique qui a déjà fait l'objet d'un podcast avec Antoine Duhart pour 0, donc je renvoie les auditeurs et les auditrices à ce podcast. Mais juste simplement pour dire que le principe de l'entrée en résistance, c'est d'essayer de rétablir des coopérations et de renouer des liens de coopération au sein des organisations, en vue de préserver des espaces et des marges pour continuer à faire un travail que l'on considère de qualité, c'est-à-dire un travail qui correspond aux règles de métier, aux règles de l'art, que l'on nous a transmis et que l'on souhaite transmettre aussi à notre tour. C'est bien que la résistance, elle vise à préserver, à conserver, à transmettre une certaine conception du travail bien fait au sein des organisations, et cela n'est possible qu'à partir du moment où on arrive avec un autre, une autre, 2 autres, 3 autres, à créer un petit collectif au sein des organisations pour essayer de penser collectivement les marges de préservation d'une certaine conception du travail bien fait. Nicolas Pujol, merci. C'est ainsi que s'achève notre épisode consacré au concept de servitude volontaire. Si vous souhaitez aller plus loin, nous vous invitons à lire l'ouvrage de Christophe Dejour, Pratique de la démocratie, servitude volontaire, travail et émancipation, paru chez Vrin.
ainsi que la revue Travailler numéro 55 aux éditions Martin Média sur la servitude volontaire, dont l'article de Nicolas Pujol, L'intervention de terrain face à la servitude volontaire. Avec cet épisode, la 3e saison de 0, Penser le travail s'achève, et avec elle, le podcast. 0, pendant ces années, a rencontré les oreilles attentives de beaucoup de professionnels et en a stimulé l'esprit curieux. Ceci nous conforte dans l'idée que l'écoute et la compréhension de ce qui se joue dans le monde du travail doit continuer au gré de ces stagnations et de ces changements. Et c'est pour cela que nous aussi, nous allons continuer. En accord avec Denis Migaud, je vous annonce ici la naissance d'un nouveau podcast, le Bistouri, pour la rentrée. Restez connectés via mon compte LinkedIn, Lucrezia Azzano, et celui de Peggy Charla. Via le podcast, nous allons continuer à sonder les entrailles du travail et chercher des clés pour comprendre et dire ce qui s'y joue. Pour conclure, comme dit Denis Migaud, un grand merci à lui, à toi si tu écoutes. Merci d'avoir donné la parole et rendu accessible la pensée des tant d'autrices, chercheuses, praticiennes, auteurs, chercheurs et praticiens. Merci pour ce que tu nous laisses en héritage avec tant d'interviews précieuses. Merci pour ce temps investi de manière généreuse pour celles et ceux qui ont bien voulu écouter. Et merci également, et ça c'est un peu personnel, pour ta confiance et pour m'avoir ouvert la voie vers une autre manière de rendre visible ce qui se joue au travail. Là, c'est vraiment la fin. Merci pour votre écoute. Bon été et à très bientôt.